Bienvenue dans H comme handicapé, le podcast qui donne la parole aux personnes handicapées parce qu'on ne les entend pas assez. Aujourd'hui, je suis avec Dorothée et Thérèse pour parler d'handiparentalité et de leur vécu en tant que maman handicapée. Bonjour à toutes les deux, merci d'être là. Du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ? Bonjour, je m'appelle Dorothée. J'ai 3 enfants de 17 ans, 15 ans et 6 ans. J'ai une spondylarthrite ankylosante avec, d'autres, pathologies et donc pour moi, le handicap, il est venu, tout au fil de ma vie et depuis 3 ans, je me déplace en fauteuil roulant, ce qui n'était pas le cas avant et donc j'ai connu le handicap invisible, puis visible, ce qui a un petit peu changé ma parentalité. Je suis Thérèse, donc j'ai 32 ans et je suis maman de deux petits garçons, donc un de 2 ans et un de tout juste 2 mois. J'ai une infirmité motrice cérébrale, donc voilà, qui se traduit par, enfin c'est un handicap moteur. J'ai du mal à marcher. Après, je suis pas en fauteuil. Ça m'arrive d'être en fauteuil, mais on va dire sur des longues distances ou des grosses journées, si on va faire parc d'attractions ou qu'on va se balader toute la journée. Ou exemple, je sais pas, centre commercial toute une après-midi, la piétinage, c'est pas pour moi. Là, je vais prendre mon fauteuil. Voilà. Ma première question, c'était sur est-ce que votre désir d'enfant, il a toujours été là ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu plus tard ou Du coup, pour moi, oui, j'ai toujours eu un désir d'enfant et comme on m'a diagnostiquée très tard, finalement la question du handicap, ça s'est jamais posé, pour moi, en tout cas. Ok. Et Thérèse, du coup ? Pour ma part, oui, l'envie de maternité, c'est venu assez jeune. Je crois que je devais avoir 14-15 ans, donc j'avais même pas eu mes premiers amours ou autre chose comme ça, que je pensais déjà à être maman. C'était quelque chose de complètement, c'était en moi, quoi. J'ai toujours eu cette envie de construire une famille. C'était vraiment, je savais même pas si j'allais faire ma vie en couple ou pas, mais euh, mais l'envie de d'être maman, elle a toujours été là. Et du coup, comment a réagi ton entourage, enfin, et plus tard le corps médical, enfin, comment ça s'est passé, le genre de réaction que tu as eu? Concernant l'entourage, tout a été très bien perçu dans le sens où je viens d'une grande fratrie et que mes parents ont jamais fait de différence. Les choses sont venues complètement naturellement, mis à part la différence que bah, ma mère m'a plus accompagnée voilà, durant la grossesse. Et encore, ça reste à voir. Elle nous a toutes accompagnées. Enfin, elle a accompagné ses 5 filles, mais on va dire plus un accompagnement psychologique parce que on a des craintes, dire qu'on a envie quand on est hyper content, mais après, comme toute maman, de toute façon, on se dit est-ce qu'on va être à la hauteur? Et le handicap, ça rajoute cette question, ça rajoute un peu. Et après, concernant le corps médical, il n'y avait pas trop de contre-indications particulières, donc je me suis sentie plutôt comprise. Après, si on part du corps médical un peu plus vaste, quand j'amène mes enfants chez le pédiatre, là c'est un autre regard. C'est-à-dire d'un point de vue suivi grossesse, il y a pas eu de, je me suis pas sentie regardée bizarrement, mais par contre j'ai senti voilà des regards un peu délicats de la part bah, des médecins des enfants, notamment là dernièrement j'ai amené mon dernier faire ses vaccins, le pédiatre m'a dit ah bah vous en avez fait un deuxième, comme si que bah j'avais pas droit d'avoir plusieurs enfants parce que j'étais en situation de handicap. Puis il connaissait le premier, mais ça l'a surpris de se dire elle a recommencé quoi. Enfin voilà, on avait presque j'entendais presque dire elle a un petit grain celle-là. Voilà, il y a juste ça que j'ai ressenti dernièrement. Mais bon, on va dire que moi, je prends les choses un peu avec le sourire. Voilà. Je me dis qu'il vaut mieux en sourire qu'autre chose parce que sinon on serait énervé toute la journée. C'est clair. Dorothée, du coup, même question. Comment a réagi ton entourage et le milieu médical? Alors, moi, du coup, la question est différente parce que la maladie a évolué tout doucement et ma dernière, j'ai mis 3 ans et demi à l'avoir et en fait,
les médecins voulaient pas voir le lien entre la maladie et l'absence de fertilité, en fait, ce qui, vraiment était le cas. Donc moi, j'ai pas vraiment de remarques là-dessus parce que ça a joué après, mais ça a pas joué et pendant la grossesse, parce que j'étais sous morphine pendant ma grossesse, donc ça a pu surprendre, quelques médecins. Mais, j'ai pas été trop embêtée sinon, à part ça. D'accord. Et pour ton entourage non plus, enfin, il n'y a pas eu de... Non, parce que après moi je suis un peu comme Thérèse, hein, j'ai toujours le sourire, tout va toujours bien, donc ils se rendent pas forcément compte non plus en fait. C'est plus, moi c'est vraiment depuis 2-3 ans où c'est beaucoup plus visible et où je suis beaucoup plus limitée en fait dans ma vie quotidienne. Un petit peu plus en détail, comment s'est passée la grossesse? Enfin, vos grossesses du coup. Est-ce que vous avez eu un suivi médical en plus du suivi classique ou comment ça s'est passé? Alors pour moi, j'ai pas eu de suivi particulier, mais ensuite j'ai regretté parce que ils étaient perdus. Donc là, je parle de ma troisième grossesse, celle où j'étais diagnostiquée et bien plus malade. Et ils savaient pas trop, il y avait des indications contraires, etc. Et si j'avais su, j'aurais été suivie plus dans un CHU plutôt que à l'endroit où j'ai accouché. Parce que pour la suite, ça a eu quand même des répercussions. Bah moi j'ai pas eu de suivi, on va dire par rapport à un handicap. Enfin disons que oui, on m'a suivi pour la première grossesse, on m'a suivi moi plus que le bébé dans le sens où les questions qui se sont posées c'est péridurale possible, oui ou non, césarienne possible. Par exemple, je disais tout à l'heure que mon envie de maternité c'était depuis tout jeune. Bah, depuis tout jeune, je me suis dit j'accoucherai jamais en voix basse, ça sera césarienne. Et finalement, je suis tombée sur une gynécologue hyper compréhensive et qui m'a dit bah voilà, il y a pas de raison. On va voir, enfin on va essayer. Et après, si jamais vous y arrivez pas, on vous descendra en césarienne. Mais ça serait bête de faire une césarienne si vous pouvez accoucher par voie basse. Donc voilà, c'était principalement ça les questions. Après, j'ai accouché. On m'a accroché les pieds aux étriers parce que je suis spastique, donc ça aurait été compliqué pour moi de rester les jambes sur les étriers. Et puis après, il y a juste le fait qu'effectivement, à 5 mois de grossesse à peu près, bah, je suis arrêtée parce que je peux plus trop marcher avec le poids et les risques de chute. Ça a été principalement ça qui a entouré ma grossesse en fait, ma perte d'autonomie. Mais bon, on va dire que c'est pour la bonne cause, alors j'ai pris sur moi. Et du coup, t'as accouché par voie basse ou par césarienne? Ouais, ouais, voix basse pour les deux. Ok. Je savais pas que c'était possible, donc c'est cool. Parce que moi aussi, c'est toujours un truc qu'on m'avait dit, ce sera forcément une césarienne et tout. Moi, on me l'avait pas dit, mais enfin, je m'étais mis ça dans la tête. Et finalement, non, pas du tout. Ok, super. Ouais, après, je pense que ça dépend aussi de ton niveau de spasticité, tout ça. Enfin, je pense que ça dépend d'une personne à l'autre, mais... Oui, voilà, je suis spastique, mais je suis pas hyper spastique. Enfin, je me contrôle. Après, on en reparlera, mais sur les aménagements, par exemple, tout ce qui est gynécologie, il y a rien qui est fait dans les hôpitaux pour pour ça, quoi. C'est les médecins qui s'adaptent. Mais bon, enfin, là où j'ai accouché, ils ont été super, donc. Ok, ça marche. Oui, on part en discussion d'IMC là, mais, mais voilà. Non, c'était intéressant. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, même si moi je veux pas d'enfant, c'est intéressant de rencontrer une personne qui a le même handicap que moi et qui a eu des enfants et tout. Du coup, c'est chouette. Voilà. Ma prochaine question, c'est sur les aménagements qu'il a fallu faire ou pas. Par exemple, je pense au mobilier qui, je pense, n'est pas du tout adapté, notamment si on se déplace en fauteuil ou quoi. Du coup, est-ce que vous avez dû faire ce genre d'aménagement? Alors moi, j'étais pas en fauteuil à cette époque-là. Et moi, le fauteuil, j'utilise que pour les longues distances. Quand je suis dans la maison, j'ai pas besoin du fauteuil. Enfin, quand je dis longue distance, c'est plus de 500 mètres. Mais moi, non, enfin, il n'existe pas grand-chose. Et moi, après chaque accouchement, en tout cas les deuxième et troisième, j'ai fait une poussée au niveau des mains, enfin mains et dos, parce que la maladie elle muselle en fait non, pardon, la grossesse muselle les maladies auto-immunes.
et souvent il y a un rebond. Moi, je l'ai eu à chaque fois et du coup, j'ai eu très mal aux mains et là, pour le coup, pour prendre un bébé, de 4 kilogrammes, hein, parce que c'est très compliqué et après moi j'avais, mes 2 grands qui m'aidaient, mon mari voilà, qui m'aidaient et cetera parce que, à chaque fois j'ai eu des gros soucis de main pendant 6 à 1 an et moi c'est plus ces problèmes-là que j'ai trouvé difficiles, notamment par exemple à la maternité où eux n'ont pas du tout pris en compte mes problèmes de santé et ils voulaient pas que je dorme avec ma fille alors que la prendre dans son berceau pour la prendre avec moi et lui donner le sein, c'était horriblement douloureux. Donc en fait, à chaque fois qu'elle voulait téter, j'avais très très mal aux mains. Enfin, c'était très compliqué. Voilà, j'ai trouvé qu'ils ont très mal géré la maladie. Ma fille allait bien, mais moi pas du tout. Et finalement, c'est quand je suis sortie de la maternité que j'ai eu l'aide vraiment pour que ça se passe bien. Ok, ouais. Ce qui n'est pas très logique en soi. Non. Non, parce que ils m'ont mis en unité kangourou en me disant: «Il y a un petit risque avec la morphine, qu'elle aille pas bien». Alors en fait, ma fille allait très, très bien. Elle faisait 4 kilogrammes en unité kangourou, elle était un peu déplacée, quoi. Mais par contre, moi, je sais que c'était très compliqué pour moi. Ils voulaient pas vraiment me donner de traitement contre la douleur à cause, de ma maladie, mais du coup, la douleur de la maladie n'était pas du tout, prise en compte, alors que je ne dormais pas parce que j'avais très mal. Donc c'était très compliqué à gérer. Ce dernier séjour en maternité a été complexe, on va dire. Et c'est pour ça que je pense que quand on a des soucis, il vaut mieux être suivi en CHU, enfin un endroit où ils peuvent à la fois superviser la grossesse et la pathologie de la personne, parce que là, ils étaient complètement en dehors des cours, en fait. Ouais, ouais, un peu à côté de la plaque, quoi. Et Thérèse, du coup, est-ce que t'as dû avoir des aménagements spécifiques ou... Pour ma première grossesse, j'ai été suivie par le SAPPH, donc c'est un service d'accompagnement à la parentalité des personnes en situation de handicap dans le 14e, où j'ai pu rencontrer donc des ergothérapeutes qui m'ont accompagnée et donné des techniques sur comment changer, comment donner un bain, etc. en position assise ou du moins debout. Et aujourd'hui, au quotidien, on va dire qu'il n'y a pas énormément d'aménagements, ne serait-ce que voilà un berceau qui est sur roulette pour que je puisse le rouler et pas trop le porter, ou une table à langer aussi que je puisse rouler pour l'éviter au maximum de l'avoir dans les bras. Et voilà, bon après il y a effectivement mon véhicule qui est aménagé, mais ça je pourrais pas conduire s'il n'était pas aménagé. Enfin, j'en parle parce que je m'en sers pour sortir mes enfants. Voilà. En gros, sur les aménagements principaux, c'est ça. Ok, mais du coup, ouais, tout ce qui est table allongée à roulettes, tout ça, c'est du mobilier qui existe déjà. C'est pas quelque chose que vous avez fabriqué ou... Oui, 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 c'est des choses que j'ai pu trouver non, non, assez facilement. J'ai trouvé ça assez facilement. Sur les petites choses à aménager, j'ai trouvé ça rapide. Ok. Ah, c'est bien de, ouais, de savoir que ça existe parce que c'est vrai que c'est pas des choses auxquelles on pense forcément. Ma prochaine question, c'est un peu sur le regard des autres et sur comment vous êtes perçu en tant que parent handicapé. Parce que je suis une personne sur Instagram qui s'appelle Nina Tame, qui est une maman de 4 garçons, qui a une spina bifida. Et elle parle souvent sur Instagram de quand elle va chercher son petit dernier à l'école et que les parents devant le portail de l'école la regardent de manière un peu insistante et un peu étrange en se demandant ce qu'elle fait là. Du coup, est-ce que vous avez eu des expériences similaires? Alors, avant le fauteuil roulant, j'ai trouvé ça plus difficile parce que quand tu parlais de piétinement, Thérèse, c'est ça, moi, rester debout, c'était très difficile. Pas tout le temps, mais piétiner, c'était compliqué. Donc faire la queue, donc j'avais une carte mobilité inclusion, mais les gens comprennent pas forcément quand le handicap se voit pas.
Et du coup, maintenant que j'ai le fauteuil roulant, finalement, je trouve que c'est plus facile. Et globalement, je trouve que les gens sont assez bienveillants. Tu vois, quand j'essaie de prendre le bus et que le bus ne veut pas ouvrir la plateforme pour que je monte avec mon fauteuil et que je suis avec ma petite fille de 6 ans, les gens font ouvrir la plateforme au chauffeur. Enfin, je trouve qu'ils sont plutôt quand même dans l'aide et puis sympa, pas le côté désagréable. Après, moi, je fais pas mal de sorties scolaires. J'étais enseignante avant, donc j'aime bien. Et non, c'est plutôt sympa. Et puis du coup, les gens se rendent compte aussi ce que c'est que de circuler en fauteuil roulant, de toutes les difficultés qu'on peut avoir. Donc moi, je ressens beaucoup moins finalement ce regard pas agréable avec le fauteuil qu'auparavant, quand j'avais de grosses difficultés et que j'avais zéro aide, quoi. Ouais, ouais, bah, c'est souvent le problème avec les handicaps dits invisibles, c'est que les gens te prennent pas au sérieux et ouais. Mais on parlait en off, je sais plus, on parlait des différences entre l'Espagne et, enfin, parce que t'as pas mal voyagé apparemment. Ouais, j'ai beaucoup voyagé, donc j'ai voyagé avec mon handicap invisible, hein, qui ne se voyait pas. Et donc j'ai quand même une sensibilité et je sais qu'à New York, c'est plus facile de voyager. En Espagne, c'est un paradis et notamment avec ma fille. Voilà, là, hier, pour la petite anecdote, on devait aller à Paris la chercher, ma petite, qui rentrait de vacances. Et j'ai pas pu y aller parce que bah, Paris était bloqué par les camions et le train, c'était compliqué avec le métro derrière, etc. Ça faisait beaucoup de fatigue, alors qu'en voiture, ça aurait été plus facile. Et ça, par exemple, en Espagne, je sais que ça aurait pas été compliqué parce qu'il faut pas réserver le service d'accessibilité longtemps à l'avance. On peut juste arriver et ils prennent en compte. Ensuite, les moyens de transport sont accessibles sans qu'on ait à le demander. Voilà, c'est cette fluidité de chaîne d'accessibilité qu'il y a en Espagne et qu'il y a pas ici. Et par exemple, dans ma parentalité, il y a des choix que je fais en fonction de ça. Donc moi, il y a une partie de ma commune qui n'est pas accessible au fauteuil roulant. Donc ma fille n'a pas d'activité sur toute cette partie-là. Et donc je regarde voilà, ces lieux d'activité en fonction de l'accessibilité. Voilà, après, j'ai la chance d'avoir un mari, de grands enfants qui m'aident aussi. Mais si j'étais toute seule, ça serait vraiment très compliqué. Et Thérèse, du coup, même question. Est-ce que tu as eu des comportements ou des regards un peu méfiants, enfin, ce genre de choses? Non, enfin pas du tout, pas du tout. Enfin une fois l'enfant là, mon premier là, pour mon premier, je prenais encore le bus pour l'amener chez la nourrice, etc. Et je rejoins Dorothée vraiment sur l'accompagnement de ces voyageurs qui sont plutôt vraiment bienveillants et qui le font voilà avec bienveillance et pas avec ce regard un peu de pitié, j'ai envie de dire. Voilà, donc ça, c'était, enfin, moi, ça m'a vraiment surpris parce que enfin, moi, en tous les cas, je me sens plus légitime parent en situation de handicap que en situation de handicap tout seul. Le regard des gens n'est pas du tout le même. On va dire que il y a plus d'admiration, quoi, et d'encouragement. Enfin, je ressens le waouh dans le regard des gens. Mis à part enceinte de ma première grossesse, j'ai eu une fois une dame d'un certain âge qui m'a dit mais dans votre situation vous êtes folle. Bon bah je laissais parler, il y a des fous un peu partout. En gros j'avais pas le droit de devenir maman. Et puis bon le pédiatre que ça a surpris comme je disais tout à l'heure, mais sinon oui moi, j'amène mon grand à l'école et les parents ils sont plutôt voilà dans l'accompagnement et à se dire bah comment vous faites voilà ils sont plutôt curieux mais c'est de la bonne curiosité. Et du coup, je me dis que si ça peut faire bouger les mentalités, bah c'est plutôt une bonne chose. C'est comme l'école. J'ai un système avec, par exemple, les maîtresses qui viennent me chercher le petit dans la voiture pour m'éviter de descendre avec le bébé, etc. Et puis le soir, pareil, ils me le ramènent dans la voiture. Donc, je suis plutôt aidée, mais toujours dans la bienveillance. Voilà, c'est vraiment de la bienveillance et montrer aux gens que c'est possible. Voilà, c'est plutôt satisfaisant, j'ai envie de dire.
Ouais, c'est chouette, c'est positif. Ça fait du bien. Je m'attendais à ce que cet épisode soit plus... Bah, c'est un tout autre regard vraiment que le handicap seul, hein, parce que moi je me déplace en canne depuis presque 15 ans. Avant mes interventions, je me déplaçais sans rien. Mais disons que là, voilà quoi. Enfin, j'ai toujours une personne qui me dit pas, vous voulez pas un coup de main, mais toujours voilà dans la bienveillance. Quand je soulève mon petit pour le mettre dans le caddie, souvent on se dit oh là là, mais il va tomber. Non, il va pas tomber parce que il s'attrape à moi. Enfin, il y a des habitudes que le petit a pris depuis la naissance en réalité. Mais voilà, c'est toujours dans l'accompagnement et dans la bienveillance, chose qui n'était pas spécialement le cas avant la parentalité, non. Donc ça surprend, mais une fois que le dialogue est entamé, ça va. On arrive à la dernière question, qui est la question recommandation culturelle. Du coup, est-ce que vous avez des recommandations culturelles en lien avec soit l'handiparentalité, soit la parentalité, soit le handicap en général? Voilà. Dorothée, tu peux y aller. Je crois que tu en avais une. Moi, j'avais bien aimé la série Switched at Birth parce que c'était une jeune fille malentendante qui avait été changée dans une autre famille. Enfin bref, au-delà de l'échange, on parlait de la surdité dont on parle peu accessoirement. Et lors d'un épisode, il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellée parce que la maman qui avait appris la langue des signes pour communiquer avec son enfant, elle avait une tendinite et aux deux poignets, chose que j'ai quand même assez fréquemment. Et donc les médecins lui disaient faut plus rien faire, faut plus signer. Et du coup sa fille le vivait très mal parce qu'il y avait vraiment une rupture de communication. Et je trouvais ça très beau la manière dont c'était décrit et je crois qu'être handiparent c'est vraiment avoir une parentalité qui est différente. On peut pas faire comme tout le monde. Il faut l'accepter parce que bah, moi j'ai été maman autrement et maintenant voilà je suis en situation de handicap avec une petite fille puisque les grands ils sont quand même beaucoup plus autonomes. Et je vois ma petite finalement elle vit beaucoup mieux le handicap que son frère et sa sœur qui eux m'ont connue très active, très voilà, très très impliquée dans plein de choses. Et en fait, la petite, elle a grandi avec ça. Les gens, ça les fait souvent sourire quand ils le voient me tenir la porte, m'aider pour des petites choses. Voilà. Après, les grands aident aussi, hein, parce que voilà, avec mes mains pour cuisiner, ça peut être compliqué, etc. Mais la petite, je crois que ça fait partie de son quotidien. Le fauteuil, elle le voit pas. Les limitations avec les mains, elle le voit pas non plus. Donc voilà, oui, je reviens sur ce que tu disais, Thérèse, vraiment sortir avec ses enfants, etc. Et c'est vraiment sensibiliser les gens parce qu'ils se rendent compte que ça se fait. Alors des fois, c'est vrai que c'est coton, hein. Quand on est en fauteuil et que c'est pas du tout accessible et qu'on est obligé de rouler sur la route, mais qu'on peut pas prendre son enfant sur la route parce qu'on est en danger, donc on la gère à distance et les gens, voilà, surveillent la petite pour pas qu'elle aille sur la, voilà, ça peut être très compliqué. Mais finalement, ça se fait. Et le fait d'occuper l'espace public, d'être dehors, dans la rue avec nos enfants en situation de handicap, c'est aussi montrer qu'on peut le faire. Et ça, je pense que c'est important de... Voilà, faut pas que les gens, ils se briment en fait dans leurs envies de maternité. Si comme moi ou comme Thérèse, c'est vraiment un souhait qu'on appuie toujours. Je pense que il faut y aller, hein, tout en pesant tout, mais il faut pas se poser trop de freins. C'est clair. Et pour en revenir à la série, est-ce que tu sais si la fille est vraiment sourde ou est-ce que c'est... Oui, oui, elle a une pathologie. Elle est pas complètement sourde. Elle est malentendante et elle est amenée à perdre de toute façon l'ouïe d'ici quelques D'accord, années. Oui, elle est vraiment. ça marche. Ça, c'est bien, ouais, parce que c'est rare. Et du coup, Thérèse, est-ce que tu as des recommandations culturelles ou pas? Si tu n'en as pas, j'en ai. Non, là comme ça, j'en ai pas. Là comme ça, je ne vois pas. À part, j'ai vu dernièrement, mais je crois que c'était un film. C'était un film qui est actuellement en salle. Mais enfin, ça c'est le handicap à proprement dit. C'est pas lié à l'handiparentalité. Ça s'appelle Presque, je crois. D'ailleurs, je crois que c'est même un IMC qui joue dedans. Ah oui, avec Jolien. J'ai pas été le voir.
mais j'ai vu la bande-annonce et je suis curieuse du message voilà, qu'il veut faire passer. Après, oui, sortir, il est clair que il faut sortir et montrer qu'on est là. Là, principalement, mon combat, c'est que devant l'école de mon fils, il y a une énorme place handicapée. Donc, en bataille, clairement, on peut limite mettre 3 voitures. Donc, c'est ce que font les gens. Ils se garent en bataille, sauf qu'ils n'ont pas compris que, en fait, si la place elle est aussi large, c'est que si on a besoin de sortir un fauteuil, il faut que le fauteuil puisse sortir, qu'on puisse ouvrir notre portière. Donc tous les jours, je m'amuse à faire sortir les gens qui sont garés, soit en warning, soit carrément garés. Oui, mais non. Enfin, en région, je sais pas d'où vous êtes, mais en région parisienne, c'est l'anarchie. Pour ça, c'est tous les jours un peu de la bagarre. Après, quand ils le voient, enfin, tout ce que ça me demande à faire comme effort, sort la poussette ou, enfin, j'ai vraiment besoin pour mes mouvements, il faut que l'espace soit grand. Et en fait, je pense que ça fait quand même des électrochocs aux gens de se dire, en fait, ces places, elles sont pas là pour rien, j'ai fait une connerie. J'ai eu des dames et des messieurs qui m'ont dit réellement désolé, ils étaient vraiment confus, donc j'espère qu'ils recommenceront plus. Mais je pense, en tous les cas, voilà, si ça peut faire bouger, bah autant que les choses bougent. C'est clair. Ouais, les places handicapées, c'est pas juste bleu pour faire joli, en fait. C'est vraiment là pour une bonne raison. Du coup, moi, j'avais non, même 3 recommandations culturelles sur ce sujet-là et notamment sur l'handiparentalité. Grâce à une super actrice britannique qui s'appelle Ruth Madeley et qui a une spina bifida aussi et qui a souvent joué, enfin qui est connue pour avoir joué des mamans en situation de handicap, notamment dans un premier film qui s'appelle Don't Take My Baby. C'est un film qui a été un petit film d'1 heure qui a été projeté sur la BBC, je crois, et qui a bien 6-7 ans déjà, ce qui montre à quel point on est en retard en France sur ce sujet-là. Du coup, c'est un film qui parle justement d'un couple où les 2 personnes sont handicapées, où le papa a une maladie qui lui fait perdre la vue progressivement, et où du coup, elle est en fauteuil roulant. Et ça suit leur parcours depuis l'accouchement jusqu'à les premiers mois de vie du bébé, où tous les jours, il y a un travailleur social qui vient chez eux pour vérifier si ils savent bien s'occuper de leur enfant ou pas. Et je pense que ouais, ça aborde beaucoup de sujets dont on n'entend clairement pas assez parler. Et il est vraiment bien fait. Bon, après, il y a des trucs qui m'ont un peu fait grimacer, mais parce que voilà, c'est un film qui a, ouais, je crois, 6 ou 7 ans. Donc, qui commence à dater un petit peu, mais je pense qu'il est important à voir. Et il y a aussi, du coup, la série Years and Years, qui est une série britannique aussi, avec toujours cette même actrice, où là, pareil, elle joue une maman handicapée, où elle est genre la dernière d'une fratrie, et où clairement son handicap est un non-sujet total. Mais ce que j'ai bien aimé aussi avec son personnage, c'est qu'en fait, à la base, le rôle n'était pas écrit pour une personne handicapée, le rôle était écrit pour une personne valide. Et en fait, elle a auditionné pour le rôle, et c'est passé comme ça, en fait. Et ils n'ont pas changé grand-chose de son personnage de base, et j'ai trouvé ça très chouette. Et Years and Years, c'est une super série que je recommande vraiment. Il faut être bien accroché parce que c'est pas très joyeux. Ça suit du coup une famille entre 2019 et ouais, 2049, 2059, je sais plus exactement. Donc du coup sur plusieurs générations, et c'est un côté très futuriste et un peu sombre aussi. Ouais, moi je le présente souvent comme un truc un mélange entre Black Mirror et This Is Us, parce que tu pleures beaucoup quand même. C'est vraiment pas très joyeux. Mais c'est hyper bien fait. Les acteurs sont géniaux. Il y a Emma Thompson d'ailleurs qui est assez géniale dans cette série.
Enfin voilà, c'est une série que je recommande grandement, qui je crois en France est dispo sur Canal+, si je dis pas de bêtises. Et j'avais une dernière recommandation qui est une série Netflix que j'aime beaucoup et qui pour moi est un des trésors cachés de Netflix dont on ne parle pas du tout assez, qui s'appelle One Day at a Time, qui est une série, une sitcom familiale, on peut dire ça comme ça, ouais, totalement même, où c'est vraiment le côté très classique avec les rires enregistrés, tout ça. Sauf que la famille en question est pas du tout classique, c'est-à-dire que c'est une famille déjà d'origine cubaine, où la maman est une ancienne, revient de l'armée en fait, et du coup a des PTSD, je sais jamais comment on dit ça en français, syndrome de stress post-traumatique. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça aborde plein de sujets parce qu'elle a aussi deux enfants du coup qui sont adolescents. Et ça aborde plein de sujets, que ce soit l'immigration, le racisme, la communauté LGBT. Et c'est hyper bien écrit et hyper drôle. Enfin, moi, j'ai rarement autant ri en regardant une série. Vraiment. Mais malheureusement, ça a été annulé par Netflix après 2 saisons. Parce que ils sont tellement forts pour annuler leur meilleure série. Et je ne m'en suis toujours pas remise. Mais vraiment, c'est une série que je recommande vraiment, qui est vraiment très chouette. One Day at a Time, dispo sur Netflix. Voilà, voilà. Du coup, est-ce que vous avez un dernier message, un dernier mot à faire passer avant qu'on termine cet épisode? Il y a une question qu'on n'a pas abordée. Du coup, je ne sais pas pour toi, Thérèse, mais tu travailles? Oui, 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 je disais ça tout à l'heure quand je me suis présentée. Je travaille, mais à temps partiel. Voilà, avec un employeur hyper compréhensif et effectivement, dans l'handiparentalité, c'est primordial. Enfin, quand on travaille, quand on est employé, c'est primordial d'avoir ce soutien-là, un employeur qui puisse, à côté de son statut d'employeur, t'accompagner aussi dans tous tes projets. Si je peux juste te dire 2 mots justement par rapport à ça, je l'ai appelé ne serait-ce qu'il y a 2 semaines pour lui dire j'ai trouvé mon moyen de garde pour le petit, j'aimerais voir avec toi comment je reprends le travail et il me dit clairement mais de toute façon c'est toi qui me dis tu reprends quand tu es prête maintenant enfin parce que mon congé maternité s'arrête là dans enfin le 3 mars. Si tu prolonges en arrêt maladie ou avec des congés ou et je lui dis les horaires, voilà, les enfants à l'école, faudra voir. Et il m'a dit, mais ça, c'est de la logistique, on fait ce qui est bon pour toi. Et ça enlève une angoisse psychologique qui est énorme. Donc voilà, je dis toujours merci. Enfin, je dis toujours merci à mon employeur, voilà, d'être à mes côtés en tant qu'employeur, mais d'avoir aussi ce côté vachement humain. En raison du handicap, mais pas que parce qu'il est comme ça avec tous ses employés. Donc, mais ça aide beaucoup, quoi. Parce que c'est mon cas aussi, et finalement, d'être parent en situation de handicap, ça n'étonne pas, mais par contre, de cumuler emploi, être parent et handicap, c'est vrai que ça étonne souvent beaucoup les gens. Mais moi aussi, comme toi, Thérèse, j'ai la chance d'avoir une flexibilité au travail, tant en termes d'horaire que en termes de congés que je peux poser quand j'ai besoin, qui aide beaucoup en fait. Pareil, je travaille pas non plus à temps complet, je peux plus, mais c'est vrai que c'est essentiel hein, pour pouvoir continuer à mener tout de front. Ouais, c'est ça. Du coup, est-ce que c'est bon, on peut s'arrêter là, ou est-ce que vous avez encore quelque chose à rajouter? Pour moi, c'est bon. Je sais pas si tu as d'autres choses à voir, Thérèse. Non, tout est dit pour ma part. Ok, super. Ben, merci beaucoup à toutes les deux. Merci d'avoir participé, c'était chouette. Et c'était vraiment beaucoup plus positif que ce que je pensais. Je pensais que... Alors après, ouais, il y a une réserve. Je sais pas si tu connais Camille sur Instagram.
Bah justement, j'allais parler d'elle, j'allais parler de cette personne et de ce super compte Instagram qu'il faut que vous alliez suivre si ce n'est pas le cas. Camille Vermette sur Instagram qui a clairement des témoignages qui font un peu froid dans le dos. Et ouais, c'est pour ça que j'avais un peu cette appréhension-là, mais Mais je pense qu'il faudrait que tu en parles aussi, tu vois, que tu rajoutes, toi, parce que je discute régulièrement avec Camille et tu vois, moi je pense aussi qu'il y a de la discrimination vis-à-vis du fait qu'elle soit célibataire. ouais. Et ça, j'en suis persuadée, parce que ce soit à la maternité ou après, tu vois, je pense qu'il y a ce biais-là qui joue aussi, qui est personne, moi franchement, il y a personne qui, enfin les témoignages qu'elle apporte, elle, je les trouve sidérants, parce que je me dis, les gens, voilà, ils sont pas sympas. Tu vois, moi à l'école, comme toi, Thérèse, les gens sont très gentils, hein. Des fois, quand j'ai trop mal aux mains et que mon mari est en déplacement, c'est les gens de la garderie qui lui font les queues de cheval à ma petite. Hmm. Tu vois, parce que sinon, voilà, donc ils mettent beaucoup du leur, alors que pour Camille, voilà, ils sont quand même à appeler la PMI et à avoir ce type de rapport dans le contrôle. Et moi, ça me fait vraiment, ouais, j'ai vraiment du mal quand même à me dire qu'on peut être, voilà, se comporter comme ça. Mais oui, clairement, parce que c'est un des sujets qu'on n'a pas trop abordé, mais enfin voilà, le nombre de témoignages de personnes qui rencontrent des médecins qui suggèrent d'être avortées ou même des personnes qui se sont fait stériliser de force. Enfin, c'est des choses aussi vraiment importantes, ouais, dont on n'a pas parlé, mais qui sont vraiment importantes. Et de toute façon, enfin, là, votre témoignage, c'est juste un exemple, et il y en a des tas d'autres. Et d'ailleurs, si des personnes veulent témoigner par écrit, je pense à Camille justement, je pense qu'elle va témoigner par écrit, et que ce soit par mail ou par Instagram, enfin envoyez-moi des messages et je les partagerai ou pas, c'est comme vous voulez. Mais enfin voilà, je pense que c'est important aussi d'avoir le plus de diversité possible dans les témoignages, parce que voilà, vos expériences à vous, c'est vos expériences à vous et ça c'est pas représentatif, donc voilà, ouais, je vais de toute façon, comme toujours, un peu continuer. En plus de cet épisode-là, il y aura forcément aussi des témoignages écrits. Mais c'est chouette que j'ai fait l'annonce en live comme ça. Vraiment, si vous êtes en situation de handicap et que vous êtes parent et que vous voulez témoigner, vous pouvez m'envoyer des mails et des messages sur Instagram, et voilà. Et je ferai mon possible pour repartager tout ça. Voilà, voilà. Merci beaucoup à toutes les deux, encore une fois. Merci aux personnes qui nous écoutent, merci aux personnes qui partagent les épisodes, tout ça, tout ça. Je le redis, mais c'est vraiment. Merci aux personnes qui m'envoient des messages et qui me laissent des commentaires, tout ça. Je sais, je le dis un peu à chaque fois, mais vraiment, ça me touche beaucoup. Parce qu'encore une fois, c'est du travail bénévole et que voilà, ça me prend beaucoup de temps, et du coup, d'avoir des retours, c'est hyper important. Et voilà. Merci beaucoup. Et on se retrouvera le mois prochain pour parler de sexualité dans le prochain épisode.